Écoutez, on va continuer si vous voulez bien. Mhm. Et je vais vous inviter à visiter la page suivante qui est justement les clés d'accès oculaire, ce dont on avait parlé. Et après, on verra en deuxième partie de, de formation, là, la partie de la journée, la partie incongruence et congruence dont on avait déjà parlé aussi d'ailleurs, hein. Alors, les clés d'accès oculaire. On peut remarquer que pour contacter des informations dans notre cerveau, en petit rappel, il y a le canal de réception de l'information, les canaux d'ailleurs, visuel, auditif, kinesthésique. Donc on reçoit l'information dans la communication, des signes qu'on voit, des sons qu'on entend, donc avec nos outils physiologiques, réception, canaux de réception de l'information. Puis ensuite, la deuxième phase dans la communication, c'est le canal d'encodage. Donc on enregistre avec nos canaux l'encodage dans notre cerveau, les informations, les souvenirs. Vu qu'ils sont arrivés avec des canaux sensoriels, mais ils sont encodés sous forme de canaux sensoriels aussi, hein. Donc, quand on se souvient, on revoit des images. Quand on se souvient, on entend des discours. Bref, avec ces canaux-là. Et lorsqu'on va transmettre l'information à la personne qui est en face de nous, eh bien, on va réutiliser ces canaux exactement. Donc, on peut transmettre des informations à travers une expression faciale, donc c'est du visuel qu'on donne. On peut transmettre des informations en parlant, hein, exactement. On peut transmettre des informations en touchant la personne, hein, en mettant un geste d'affection sur une poignée d'un bras. C'est de la communication. Bref, on réutilise aussi les canaux pour transmettre. Et l'autre personne en face fait la même chose que nous, et c'est comme ça que la communication continue de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. Si on zoome sur la partie encodage, c'est-à-dire comment c'est enregistré dans notre cerveau, on s'aperçoit, donc ça a été par modélisation, par observation, on s'aperçoit que pour pouvoir se remettre en contact avec les informations dans notre cerveau, que ce soit des informations de souvenirs ou d'imagination, donc de futurs souvenirs, eh bien, on est amené à bouger nos yeux. C'est un peu comme si mécaniquement, bouger les yeux nous permettait de cibler dans quelle zone du cerveau est situé et stocké les souvenirs, l'information. Riche de ça, quand on accompagne une personne maintenant et qu'elle nous parle, elle va donc activer des zones de son cerveau. Pour pouvoir les activer, pour pouvoir les choisir, les sélectionner, tout ça c'est inconscient, elle le fait sans même s'en rendre compte, hein. Elle bouge donc les yeux mécaniquement, donc c'est un peu comme si c'est un aiguillage. Bouger les yeux permet de contacter l'info. Eh bien, nous, on détecte de manière extérieure, en observant la personne, qu'elle bouge les yeux. C'est-à-dire que quand elle bouge les yeux dans un angle ou un autre, dans un espace ou un autre, ben, elle contacte de l'information. En PNL, on a commencé à observer la personne et passer de longs moments à discuter avec elle et faire des corrélations entre quand elle contacte une zone de l'espace en bougeant les yeux, c'est-à-dire quand elle regarde vers le haut, vers le bas, en latéral, à gauche ou à droite, à quel type d'information elle se met en contact sur un échantillon de personnes, puis encore un autre échantillon. Et de manière récurrente, on s'est aperçu que quand elle bouge les yeux en regardant plutôt vers le haut, dans la partie haute, donc quand elle lève les yeux, que ce soit à gauche ou à droite, quand elle lève les yeux, elle contacte du visuel, c'est-à-dire que c'est encodé sur les neurones reliés au visuel, du souvenir qu'elle veut contacter ou de l'imagination qu'elle veut contacter. Toujours de manière empirique, quand on lui a posé des questions et que nos questions étaient orientées sur de l'auditif, que ce soit de l'auditif externe ou interne, c'est-à-dire lorsque la personne va être en train de réentendre une musique, re-entendre une parole, ou imaginer une future musique ou des futures paroles, eh bien, ses yeux partaient en latéral. Non pas sur la zone vers le haut, mais de gauche à droite. Soit là, soit là. On va voir après spécifiquement à quoi ça correspond. Donc, pour résumer, lorsque les yeux s'orientent vers le haut, elles contactent dans son cerveau des informations liées à visuel. Lorsque ses yeux
se déplace plutôt en latéral à gauche ou à droite, elle contacte des informations liées à de l'auditif. Lorsqu'elle regarde plutôt en bas, suivant si c'est en bas à gauche ou si c'est en bas à droite, elle va recontacter soit du kinesthésique, en bas à droite, à sa droite en l'occurrence, pas à la vôtre, à la sienne, il faut bien comprendre que c'est faut se mettre à sa place, enfin, à sa droite. Et lorsqu'elle regarde plutôt en bas à sa gauche, c'est du dialogue interne, de l'auditif aussi, mais interne, c'est-à-dire qu'elle est en train de se parler. Vous savez, comme quand vous êtes en train de vous dire, oh là, mais je suis bête, j'aurais pas dû faire ça. Nanana. En général, c'est vers cet espace-là qu'elle contacte, elle se met en contact avec son dialogue interne. Donc pour nous, en tant qu'accompagnants, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or parce que sans même savoir ce à quoi elle pense, on sait à quel canal elle fait appel lorsqu'elle pense à ce à quoi elle pense. On ne sait pas de quoi elle pense, hein, mais on sait que c'est du visuel qu'elle regarde, ou on sait que c'est de l'auditif, ou on sait que c'est du dialogue interne, ou on sait que c'est du kinesthésique. Donc ça, c'est riche. Ah oui, je ne vous ai pas dit, lorsqu'elle regarde tout droit, c'est qu'elle n'a pas encore contacté la zone liée au canaux sensoriel. Elle est dans ce qu'on appelle une recherche d'information. D'ailleurs, à ce moment-là, quand vous lui posez la question, la recherche d'information, et dès qu'elle va bouger les yeux, flac, ça y est, elle a contacté la sphère du cerveau où il y a l'information encodée suivant de l'auditif, du visuel, du kinesthésique ou du dialogue interne. Oui, Camille, je t'ai vu lever la main, et après, oui, Yasmine. Oui, ça, c'est valable pour tout le monde dans l'univers, Dans toute la Terre. dans toute la Terre, dans tous les humains. Non, parce que la dernière fois, il me semblait qu'il y avait une distinction droitier-gaucher, mais je ne sais pas si c'était à ce niveau-là. C'est pas fini encore, on va y Donc, arriver. c'était remémoré, c'était à ce niveau-là. Oui, vous avez entendu que je ne vous ai pas encore parlé de souvenirs ou alors de remémorer, c'est-à-dire ou de construire. Là, après, on va faire une distinction entre le construire et le remémorer. Pour l'instant, j'étais juste sur les phases en haut, au milieu, en bas. Ensuite, on va différencier en haut à gauche, en haut à droite, et au milieu à gauche, au milieu en bas. Oui. Mais ça, donc du coup, ça nous donne, quelle que soit la personne, c'est ce mécanisme-là. En haut, c'est du visuel. Donc on peut poser du coup du vocabulaire qui touche au visuel. Au visuel, tout à fait. Ok. De ce qui est encodé, hein, Mm. c'est-à-dire comme la zone cérébrale qu'elle touche. Ça ne veut pas dire qu'après, elle va pas te le transmettre, te le dire avec un autre canal. Exemple, qu'est-ce que vous voyez là? Bien, elle risque de te répondre, je me dis que. Mhm. Et pourtant, elle a vu, elle a donc encodé du visuel et elle va te le traduire en te le verbalisant dans la partie de transmission avec un autre canal peut-être. Donc, rassurez-vous sur ça, même si vous dites, ah bah, qu'est-ce que vous voyez là? Elle a vu quelque chose, c'est sûr, puisqu'elle contacte le regard vers le haut. Par contre, ça ne veut pas dire que lorsqu'elle va vous le transmettre, elle va vous dire je vois ça. Elle risque de vous dire peut-être je me dis que ça, ou alors j'ai entendu ça. Alors vous allez vous dire mince, ça n'a pas marché. Mais si, ça a marché parce qu'elle a contacté la zone visuelle et lorsqu'elle vous le transmet, elle vous le transmet avec un autre canal sensoriel, c'est-à-dire elle va utiliser un autre verbe que le visuel. Donc rassurez-vous sur cette partie-là. D'accord. Alors Yasmine, oui. Est-ce que tu peux juste revenir sur le digital dans le auditif interne digital? Le digital, auditif interne digital, ça s'appelle aussi le dialogue interne. Mais pourquoi on dit digital? Moi, quand on dit digital, c'est toucher. Et oui, c'est à l'intérieur, ça te touche à l'intérieur. Ah ok, d'accord. Donc c'est pas le toucher physique, c'est le toucher de ressenti en fait à l'intérieur. Voilà, le toucher de mots que tu te dis à toi, en fait. Quand on parle de D'accord. digitalisation, en fait, c'est quelque chose d'interne, en fait. D'accord, ok. Donc c'est autrement dit aussi le DI, le dialogue interne. Voilà. C'est des termes, c'est bien que vous en connaissiez plusieurs, parce que suivant les livres, vous allez voir auditif interne digital, d'autres fois vous allez voir ou entendre juste auditif interne sur le livre, et puis d'autres fois vous allez voir dialogue interne. Mais c'est quoi tous ces mots? C'est différent. C'est la même chose, c'est le dialogue interne, c'est-à-dire ce que tu te racontes en fait, ce que tu te dis à toi-même dans le silence de ton être intérieur. Maintenant, on va aller sur la dimension que tu disais, Camille. Certes, en haut, c'est du visuel.
au milieu, là, en latéral, lorsque le regard est de gauche à droite. Vous voyez, je suis en train de le faire, je ne sais pas si vous voyez mes yeux. Hop, je latéralise. Là. Latéral, là, c'est de l'auditif. En bas, si c'est en bas, à sa droite, j'insiste, c'est la sienne. Si c'est en bas, à sa droite, c'est du kiné. Voilà. Donc, elle ressent quelque chose. Et si c'est en bas, à sa gauche, c'est du dialogue interne. Seulement, voilà, en ce qui concerne les parties supérieures et latérales, on va pouvoir distinguer deux espaces. L'espace en hauteur quand on regarde, plutôt quand elle regarde, à sa gauche, ou l'espace quand elle regarde à sa droite. C'est ce que vous avez sur le petit dessin. Quand elle regarde à sa gauche, c'est certes du visuel, mais c'est du visuel relié au passé. Ce qu'on appelle le visuel remémoré. Elle se souvient. Et lorsqu'elle regarde à sa droite, en hauteur, c'est du visuel, bien sûr, oui, mais c'est du visuel imaginé, c'est-à-dire du construit, du futur. Imaginez la couleur de votre future voiture. Là, la personne va imaginer. Elle va contacter une image avec une couleur spécifique. Ce qui est différent de souvenez-vous la couleur de votre chambre quand vous étiez petite fille. Là, ça va être couleur, donc visuel, et cette fois-ci vers sa gauche qu'elle va aller. Idem, oui. Après, je finis juste là, après je te donne la parole avec plaisir. Idem pour l'auditif. Si c'est toujours en latéral, auditif c'est en latéral, latéral. Si c'est à sa gauche, ça va être des sons remémorés. Donc on appelle ça de l'auditif remémoré, souvenir. Et auditif construit, évidemment pareil, mais cette fois-ci à sa droite. Des sons qu'elle imagine, ou des paroles qui pourraient être dites. Imaginez ce que votre futur chef d'entreprise, lorsque vous allez le rencontrer pour un coaching, pourrait vous dire. Là, clac, elle va contacter de l'auditif construit, parce qu'elle n'a pas encore vu, c'est pas remémoré. Alors maintenant, Yasmine, oui. Je voulais savoir si c'était quelque chose qui pouvait être utilisé dans les deux sens. C'est-à-dire, là, ça nous permet de savoir dans quelle zone le client qu'on a en face va chercher l'information qu'il nous donne. Exactement. Ok. Est-ce que ça peut être fait dans l'autre sens où nous, on peut suggérer, si à un moment la personne ne sait pas donner cette information, est-ce qu'à un moment, on peut suggérer à cette personne d'aller dans telle ou telle partie en fonction peut-être d'un canal qu'on aura identifié comme un canal aidant ou plus efficace chez la personne pour aller rechercher cette information-là? Ok. Alors, je t'envoie tout de suite après la formation le dossier d'inscription pour la PNO. Je veux. On en parlait avant. Alors, Mais justement. C'est ça qu'on fait, exactement. C'est ça Ok. qu'on fait. On utilise ces clés-là pour lui faire aller visiter des espaces exprès pour ça. Pour élargir et agrandir en fait son plus de choix, agrandir son choix de réponse par rapport à une problématique. mais c'est exactement ce que tu viens de faire, hein, si je peux me permettre, en disant imaginez que pourrait dire ce PDG dans une conversation de coaching. Enfin, moi, j'ai marqué le truc, je vais m'amuser cet après-midi à l'imaginer. C'est ça, oui. On le fait intentionnellement dans ces cas-là. Voilà. Donc, il y a soit le choix de... elle nous parle, répondre à nos questions, et puis on détecte en fait où bougent les yeux, soit on va induire, justement, en sachant qu'elle va contacter une zone, donc on lui demande d'imaginer pour qu'elle aille visiter les yeux. Là, on va même aller plus loin, on va lui demander d'aller regarder un espace. D'aller regarder en haut à gauche. Voilà. Voilà, regardez en haut à droite, là, et pensez à votre problématique. Clac. Voilà, En bas à droite. C'est ça que je voulais demander. Clac. Ouais, c'est ça dont tu penses. Je pense que tu voulais dire. Vous voyez, on peut aller plus loin encore. Ouais.
Parce que quand on suggère d'imaginer, on peut imaginer, mais si la personne justement ne sait pas trop, elle peut peut-être aussi, on lui suggère d'imaginer, mais elle est dans la recherche d'émotions, et puis elle, en fonction de son canal, elle ne sait pas trop. Alors que si on lui dit, ok, regardez en haut à droite, ou bien plutôt en haut à gauche, on va la guider davantage avec plus de précision. Pour lui offrir plus de choix, pour que ce soit plus Oui. riche en termes de perception sensorielle, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, Camille? Voilà. Bon, sans aller dans la formation PNO, mais alors du coup, tu peux faire les ponts. Genre, si la personne, elle est dans son système de croyance, ou imaginé ou passé, et elle veut son objectif, donc tu lui fais, voilà, c'est quoi? Tu lui fais juste balayer. Tu nous avais fait ça. Tu nous avais fait cet exercice. Oui, de balayer, c'est ça. J'étais même passée en cobaye, je me rappelle. Exactement. Ouais. Tu as compris, c'est ça. J'avais regardé sur le mur. Tu as tout compris. Oui, tu le fais balayer en fait. Tu dis, allez-y, balayez entre ces deux points-là. Elle est en train de transférer, hein, comme en coaching, on a un état désiré, un état présent, un état désiré, présent, futur. On lui fait faire un balayage physique, on lui fait faire un pas par exemple, on le questionne quel serait le premier pas à faire. Et bien là, on le fait faire visuellement, les balayer entre ces deux points-là, là, maintenant et futur, tout simplement. Oui, Yasmine? Ben justement, juste pour rebondir à ça, lorsque j'avais dit, je ne sais plus, c'était 2-3 jours, que j'avais eu à utiliser un peu de PNO un jour dans le cours d'une séance, c'était cet exercice que j'avais proposé à ma cliente. Yes. Et pour le coup, elle n'avait pas parlé parce que c'était à la suite d'un exercice que Youssef avait fait où il avait décidé de le garder en lui et de ne pas forcément le verbaliser. Oui, super. Et elle avait fait les ponts elle-même et puis elle avait trouvé un début de mise en action. Là, je me suis dit, PNO, c'est quand même pas mal, hein, ce truc. Ouais, c'est super puissant parce que c'est de la mécanique, là. Vraiment, on est sur du hardware, vous savez. Hein. Oui. Et comme je suis bien branchée neurosciences, c'est du hardware, là. On fait bien. D'ailleurs, le switch, c'est ça. Quand vous rappelez-vous, on en avait parlé, je dis, balaye tes yeux, même si tu avais les paupières fermées, balaye tes yeux, en fait. C'était pour exactement l'activation de ça, hein, vraiment, de cette qualité-là. Et en ce sens, c'est puissant. Et c'est effectivement, plus qu'on détecte, quand elle bouge les yeux, elle connecte une zone, quand elle va dans un espace spatial avec les yeux, eh bien, on utilise le même mécanisme mais à l'envers. On lui demande d'aller dans un espace à un autre pour qu'elle connecte des zones dans son cerveau, pareil. De sorte que les yeux n'est la projection des yeux, lorsqu'elle connecte des espaces en bougeant les yeux, ce n'est qu'une projection de ce qui se passe dans le cerveau. Voilà. Comme un film au cinéma où il y a la personne, le projectionniste d'ailleurs, qui met des grosses bandes de film et puis c'est projeté sur un écran. Ben, les yeux, lorsqu'elles vont dans une direction, en fait, ça serait cette projection-là. Et la bande, c'est les neurones qui sont dans le cerveau. Alors, pendant qu'on est justement sur les clés d'accès oculaire, ça s'appelle des clés d'accès oculaire. Donc, ça nous donne de l'information extrêmement intéressante sur quel canal est sollicité lorsqu'elle est en train de chercher ou trouver une réponse ou répondre. Je vous ai parlé de remémorer et de construire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une RH ou une personne qui fait un entretien, elle va pouvoir identifier auprès du candidat si, lorsqu'elle lui pose une question, elle contacte quelque chose qui est effectivement lié à son CV, dans son histoire passée, ou s'il est en train de la pipoter, s'il raconte quelque chose de construit. Donc, c'est utilisé dans le service RH pour ça, hein, d'ailleurs. Et après, on verra que ça peut être inversé. Je vais vous expliquer quand est-ce que ça peut être inversé. Oui, Laïa? Est-ce qu'une personne qui est trop dans la projection, justement, on peut essayer de la ramener à l'instant présent, ou non pas au passé non plus, mais juste à l'instant présent? Oui, mais peut-être pas qu'avec les yeux. Voilà, il faudra mettre en place un process un peu plus spécifique. Notamment lui demander ce que représente l'instant présent pour lui. Et là, vous allez avoir une clé d'accès oculaire. Et je ne sais pas laquelle il va contacter dans l'instant présent. Peut-être que ce sera du kiné qui va contacter pour avoir sa représentation. Ou peut-être rester dans la projection, mais en essayant de construire une belle projection, entre guillemets. Ou une projection plus adéquate, exactement. C'est pour ça que c'est dit. Pas binaire comme ça, mais effectivement, le construisant en s'appuyant, comme tu l'as dit très justement. Alors, vous voyez, la chose qui se joue, hein, vous entendez derrière ça, c'est que vous allez pouvoir détecter si la personne est en train de se remémorer
donc c'est plutôt la partie gauche, visuel remémoré ou auditif remémoré, ou si elle est plutôt dans, eh bien dans le construit. Et construit, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement futur, imagination. Hein. Oui, oui. Et à 100%, c'est toujours vrai. Alors voilà, on va pondérer. C'est toujours vrai dans le fait qu'elle contacte du visuel ou de l'auditif, hein, ou du kinesthésique ou du digital. Ça, oui. Par contre, le fait que ça soit remémoré ou construit, là, ces deux-là, oui. Et pareil pour l'auditif, celui-ci et celui-ci, ces deux-là, eh bien, ils peuvent être inversés. Dans de cette symétrie-là, ça peut être inversé. Pour un certain nombre de personnes, alors certaines études disent que c'est en lien avec les aptitudes d'être gaucher ou droitier. Ouais, j'allais demander justement. Et moi, je suis gaucher, par exemple, et pourtant, je ne suis pas inversé. Donc, attention peut-être par rapport à ça, parce que vous avez aussi des droitiers qu'on a forcés quand ils étaient enfants. Contrariés, des gauchers contrariés. Donc, du coup, ça complexifie. Donc, pour éviter de mettre dans un cadre comme ça et de se planter potentiellement, une chose est simple, c'est qu'il suffit que vous posiez une question dont vous êtes sûr que c'est lié à du remémoré, et vous allez tout de suite voir si elle regarde mécaniquement à gauche ou mécaniquement à droite. Et donc là, à partir de là, vous saurez si c'est une personne qui est entre guillemets normale dans le schéma donné, ou alors qui est inversée. Construit, remémoré. Et ici aussi, auditif, construit, remémoré. En ce qui concerne le kinesthésique et le dialogue interne, que la personne soit inversée ou pas, ça reste tel quel. Que la personne soit inversée ou pas, ça reste tel quel. Ça ne change pas. De l'auditif interne, donc du dialogue interne, ça sera toujours en bas à sa gauche. Du kinesthésique, ça sera toujours en bas à sa droite. Donc pour une personne inversée, on appelle ça une personne inversée, c'est seulement le construit visuel avec le remémoré visuel qui est inversé. Et idem pour l'auditif construit qui va être inversé avec l'auditif remémoré. Je crois qu'il y a une question sur ça ce soir en QCM. Voilà. Bon, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Donc, pour vous assurer si la personne est inversée ou pas, eh bien, vous posez une question de toute évidence. Et d'ailleurs, les personnes qui savent ça et qui sont dans les recrutements, en l'occurrence, vont poser une question tout à fait bénigne dans laquelle la personne n'a aucune raison de raconter des barres pour s'assurer qu'elle est soit inversée, soit pas inversée. Donc, du truc très simple, hein, vous avez garé où votre véhicule? Plutôt sur le parking devant ou vous êtes arrivé à pied? Véhicule, une question sur le visuel. La personne va aller soit sur du remémoré, soit sur du construit. En l'occurrence, c'est du remémoré. Il n'y a aucune raison qu'il aille inventer qu'il s'est garé ailleurs que sur le parking. Je veux dire, c'est une question qui ne porte pas préjudice particulière. C'est dans la phase de bris de glace, vous savez, lorsqu'on fait rencontre avec quelqu'un. Et là, à l'air de rien, elle va détecter si c'est une personne inversée ou pas. Et ensuite, elle tiendra compte lorsqu'elle aura posé les questions stratégiques, hein, liées effectivement à la véracité du CV. Voilà. Intéressant, ça. De manière plus concomitante avec notre outil PNL, lorsque vous êtes en train d'accompagner la personne, ça va donner un élément supplémentaire de qualité de rapport. Vous calibrez, vous observez, donc vous allez observer maintenant, en plus de l'observation des micro-gestuels, des expressions, des micro-faciales, du débit de voix, etc., vous allez observer également les zones qu'elle contacte. Si c'est du visuel remémoré, si c'est du visuel construit, si c'est de l'auditif construit, si c'est de l'auditif remémoré, si c'est du kinesthésique,
si c'est du dialogue interne, de sorte qu'à chaque fois qu'elle sera en pleine réflexion pour répondre à votre question et qu'elle contactera une de ces zones, là, toutes celles que je viens de montrer, et supposons qu'elle soit dans du visuel construit, ben vous allez lui poser une question. Qu'est-ce que vous voyez là? Idem ici. Qu'est-ce que vous remémorez? C'est quelle image que vous remémorez? Ce qui est intéressant, c'est qu'on lui renvoie un miroir, en fait. Ça. Elle ne s'en rend pas compte. Hein. D'ailleurs, vous les premiers, moi le premier, des fois, j'ai les yeux qui bougent. Je n'ai pas la conscience que je suis en train de contacter ces informations dans mon cerveau. Ça va très vite. Vous, par contre, vous êtes en méta, vous êtes plus en recul. Vous voyez les mouvements des yeux. Il vous suffit à des moments donnés de dire stock, là, qu'est-ce qui se passe ici, là, qu'est-ce que vous voyez? Et là, ça lui permet de faire un arrêt sur image, de figer quelque chose qui était passé de manière très inconsciente dans son cheminement. Et là, ça va lui faire une inside. Donc, ça va qualifier, amplifier la qualité de votre accompagnement. Inutile de le faire tout le temps. Bien évidemment, c'est comme pour le métamodèle, vous n'allez pas l'asperger de « et là, c'est quoi l'image que vous voyez? Et là, c'est quoi le souvenir que vous ressentez ?» Non, faites-le de manière stratégique. Une ou deux fois dans la séance, des fois, sont nettement suffisants. Par contre, ça a un effet levier multiplicateur énorme. Alors, je vous ai marqué aussi, vous voyez, quelques petites questions pour vous aider à identifier la clé d'accès oculaire. Hein, on appelle ça des clés d'accès. Si le regard va en bas à droite, à sa droite, ça veut dire qu'il touche du kinesthésique, c'est ici, là. On va pouvoir lui demander, que ressentez-vous? Et oui, puisqu'il est sur le kiné. Il touche quelque chose en lui. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous faites mouche, hein, à ce moment-là. Puisqu'il est en train de contacter quelque chose de l'ordre du kiné interne. C'est pas du kiné externe, hein. Il n'est pas en train de serrer la main à quelqu'un, c'est du kiné, mais interne. Il touche quelque chose en lui. Dixit, le petit échange qu'on a eu. Yasmine, si tu t'en souviens, entre l'interne et l'externe. Là, il touche quelque chose. Donc là, vous pouvez lui poser la question. Si son regard va en bas à gauche, donc là, on est sur le dialogue interne. Que venez-vous, que vous êtes-vous en train de dire? Que venez-vous vous dire? Oh, je ne vais pas te reprendre cette phrase. Enfin bref, vous m'avez compris. Coucou. Coucou. Si le regard va en haut à gauche, ou en haut à droite d'ailleurs, on peut lui demander, que voyez-vous? On ne va pas savoir si c'est du remémoré ou si c'est du construit, mais en tout cas, il voit quelque chose, c'est sûr, puisque c'est en haut. Donc on peut très bien lui demander, qu'est-ce que vous voyez là? Et là, à ce moment-là, ça lui fait un petit arrêt sur image. Ah ouais, il avait contacté très rapidement cette image peut-être. Hein, c'est peut-être lié à un souvenir ou quelque chose qu'il s'imagine. Il contacte ça. C'est pas anodin s'il contacte ça au cours de la réflexion qu'il a. Donc là, ça lui permet de faire un fixe. Paf, il fixe sur une image en hauteur. Et après, ça va enchaîner les questions par rapport à ça. Ah ben, je me vois en train de faire ci, de me dire ça. Ah ok, très bien. Ok, qu'est-ce que ça vous apporte? Vous enchaînez bien sûr les questions qui vont avec. Si le regard va au milieu, à droite ou à gauche, on est donc sur le champ de l'auditif, on peut lui demander « Qu'entendez-vous » Et là, il va pouvoir vous dire effectivement ce qu'il entend. J'entends la voix de mon père qui me dit « Tu y arriveras, mon fils ». C'est marrant parce que vous me le dites, je ne m'en souvenais même plus. C'est passé très très rapidement là. En fait, c'est mon père qui me parle, qui me dit ça. Waouh! Je n'explique pas, des fois, il y a des grosses charges émotionnelles parce qu'il n'a pas conscientisé. Là, il va prendre conscience. Hein.
C'est bon, vous avez des questions par rapport à ces clés d'accès oculaire? Donc maintenant, c'est un indice supplémentaire que vous ne saviez peut-être pas bien ou en partie, qui va vous permettre d'avoir de l'information en fait supplémentaire et donc d'être plus pertinent dans la modalité de questionnement. Bien évidemment, regardez par exemple, une personne est en train de réfléchir et puis ses yeux s'en vont en hauteur. Elle est en train de, que ce soit en haut à gauche ou en haut à droite, ses yeux vont en hauteur. Elle est en train de contacter donc la zone cérébrale liée au visuel. C'est une image fixe ou animée qu'elle contacte. Si vous posez la question qu'est-ce que vous entendez? Comment vous dire? J'en sais rien. Vous allez faire un gros polo, une grosse réponse de non savoir, puisque ce n'est pas cette zone-là qu'elle contacte. Du coup, en termes de qualité de l'alliance, elle est amoindrie. Alors qu'au moment où elle contacte une image, vous lui demandez là, qu'est-ce que vous voyez? Waouh, vous allez vous apercevoir que tout de suite, ça va matcher. Dire, il savait que je contactais quelque chose là. Et je me rends compte grâce à lui qu'effectivement, je fais un point de fixe là-dessus. Extrêmement pertinent du coup, beaucoup plus pertinent. Et ça participe à accompagner dans la bonne temporalité dont on parlait. À ce moment-là, dans sa temporalité de cheminement d'accompagnement, c'est du visuel, ou de l'auditif, ou du kinesthésique, ou un dialogue interne qu'il est en train de toucher dans l'instant. Donc si vous soulignez cela, vous êtes dans le bon tempo par rapport à son cheminement d'accompagnement. C'est OK pour vous sur ça? Vous avez des questions particulières? Non, ça a l'air clair là. Oui, Naya? Si la personne regarde vers le haut en balayant, Oui, ça vers peut le haut être en les balayant deux, comme ça? ça peut être deux Oui. canaux différents en même temps. Alors, si c'est vers le haut en balayant, c'est toujours le même canal qui est un canal visuel. Par contre, elle est en train de faire du balayage entre un souvenir et une projection. Un souvenir et une projection. Elle est en train de projeter à travers des souvenirs, des cas ou un cas particulier, son objet. Donc, elle est en train de balayer d'ici à ici. Je ne peux pas te dire si c'est du remémoré ou si c'est du construit, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle est en train de visualiser quelque chose entre deux espaces visuels. Souvent, on le voit chez une personne quand on va lui demander d'après vous, à quoi ça ressemblerait d'atteindre votre objectif. Elle va faire un balayage par comparaison. Elle va contacter du visuel remémoré, un objectif éloigné, et le ramener sur du construit. Et vous allez voir qu'elle va faire clic, 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 avec vous. Idem pour l'auditif. Hein. Elle peut faire des balayages aussi entre du construit et du remémoré, en balayant comme ça de manière latérale, gauche-droite, gauche-droite. Oui? Ah non, je croyais que tu levais la main, Yasmine. Non, c'est ton stylo. Non, c'est mon stylo. D'autres questions? Oui, Camille? Est-ce que ça peut aider, et déjà rien que là j'ai ma réponse pour moi, et je la pose quand même, mais d'avoir par exemple ces petits bonhommes-là, si tu fais une séance PNO, donc finalement la personne ne parle pas, juste pour l'accompagnant de marquer peut-être les traits en fait. Tiens, au début quand je lui pose la question, elle est là, après elle fait ça, après pour rebondir au fur et à mesure. Si ça peut aider, si ça peut t'aider, oui, fais-le. Si ça peut t'aider. Qu'est-ce que vous en pensez? Yasmine? Moi je pense que dans un premier temps ça pourrait m'aider Ok, alors fais-le. d'avoir parce que j'arrive à suivre une personne et sans regarder ma feuille en fait. Donc juste en ayant les cercles, je peux faire le chemin. D'accord, je comprends. Ouais. Et là, c'est quoi l'image que tu as vue là? Donc là, c'était À gauche. quel côté? C'était Gauche. à sa gauche, en regardant vers le haut. Donc sa gauche en regardant vers le haut, c'est ça là. Visuel remémoré, quand elle a parlé de ça peut aider. Donc je pense qu'elle a visualisé une scène d'accompagnement dans laquelle elle était en train de faire cela. Oui, Yasmine?
Non, je voulais juste dire à Camille, si ça peut t'aider, fais-le, mais par contre, fais attention à ce que la personne en face ne les voit pas ou ne le sache pas, parce que sinon, ça peut peut-être la perturber, elle, je sais pas, dans sa spontanéité Il y a des chances, hein. Alors, la notion de perte de spontanéité, je le vois des fois quand j'accompagne les personnes qui sont formées à la PNL. Lorsque je me calibrais, me synchronisais à eux, ils vont voir que je suis en train de croiser les jambes quand ils sont en train de croiser les jambes ou au mouvement, et je vais faire le mouvement quelques minutes après. Ils vont dire, ah, vous êtes en train de faire de la PNL là. Donc, ils sont presque dans l'analyse méta de moi agissant plutôt que vivre leur séance. Donc là, tu vois, ça reviendra à ça un petit peu. La notion de, tiens, il est en train d'utiliser quelque chose qui est l'outil et moins de spontanéité. Donc, c'est un risque de perte de spontanéité, en fait, de la personne. C'est le risque qu'il peut y avoir. Ouais. C'est vrai. Peut-être l'écrire et pas le dessiner. Mais voilà, prendre tes notes sur toi et juste faire attention à ce que ton support ne soit pas visible de la personne en face de toi. Ouais, et puis après, au bout de quelques fois, vous le connaîtrez par cœur. En fait. C'est ça, c'est comme l'apprentissage. On fait des petites penses bêtes avec les tables de multiplication, et puis après, ça y est, c'est passé. Hein. Oui, Camille? Oui, non, je pensais exactement ça parce qu'au début, quand je commençais à coacher, je notais un petit peu les. Et puis au fur et à mesure, j'ai noté beaucoup moins. Et puis maintenant, je note plus du tout. Et c'est la même chose, je pense, avec ça. Ouais. Mais que ce soit que tu fasses des traits ou que tu notes, à mon avis, c'est le même risque de spontanéité que tu peux avoir. Donc, peu importe si tu dessines ou si tu fais quoi que ce soit, en fait, c'est juste, à mon avis, la façon dont je l'approche, c'est plus de dire, voilà, est-ce que vous m'autorisez à prendre des notes ou à faire À griffonner. à griffonner pendant la séance. Comme ça, tu as l'accord de la personne. Et du coup, ça. Elle n'y pense plus. Oui, peut-être qu'elle y pense, mais en tout cas, c'est partie du cadre. c'est pas, ça la perturbe pas. Ouais. Voilà, c'est pas en porte-à-faux, en fait. C'est ça, surtout. Sinon, elle se dit, tiens, qu'est-ce qu'elle est en train de penser de moi ou qu'est-ce qu'il est en train de marquer. Ben oui. Voilà. Au moins, elle avertit. Et c'est vrai que c'est intéressant de nommer et d'expliquer d'ailleurs. Hein. Moi, je n'ai pas de honte à ça. Je vais écouter, je vais vous faire tel exercice. Ça va consister à ça. D'ailleurs, quand je fais de la péno, j'explique à la personne. Hein. Je dis voilà, je vais travailler avec la notion de mouvement oculaire. Je lui explique mécaniquement qu'est-ce que c'est que les mouvements oculaires, à quoi ça fait référence, que c'est des informations qui sont dans le cerveau, qu'elle va contacter. Donc, je profite de cette information externe que j'ai moi et dont elle n'a pas forcément conscience, puisqu'elle est dans la réflexion, elle est actrice, donc elle n'est pas spectatrice, donc elle ne s'en rend pas compte. Moi, je suis spectateur, donc je vois. Vous voyez, donc j'induis la notion d'associer-dissocier en même temps. Et donc, à des moments donnés, je lui dirais, ben là, fixez votre regard ici, qu'est-ce qui se passe, prenez votre regard, déplacez-le ici. Donc, je lui explique en pré-talk, hein, comme on dit en hypnose, le pré-talk, je la prépare en fait, hein, je lui fais un petit speech de départ pour qu'elle comprenne que ça fait partie de l'exercice. Si je ne lui dis pas que je le balance comme ça, je me dis, qu'est-ce qu'il me fait Il me dit, regardez mon regard en bas à gauche, il est particulier celui-là. Donc, ouais, c'est ça. Déjà que je passe pour un particulier des fois quand je vais faire des types d'exercices un peu wouhou. Donc, donc, je préfère autant l'avertir pour ces parties-là. Ok. Donc, grâce à ça, vous allez qualifier, donc mettre plus de qualité dans votre accompagnement. Dans votre accompagnement, pardon. Et d'ailleurs aussi dans votre accompagnant, en l'occurrence, que vous êtes. Ça, c'est un outil intéressant. Autre élément, toujours pareil pour pouvoir détecter, qualifier et être plus pertinent dans la subtilité de détection de la communication, car en réalité, communiquer, c'est savoir écouter. Donc, savoir écouter, c'est écouter bien sûr les mots, écouter le verbal, bien sûr, écouter le paraverbal, l'intonation, le débit, la manière dont c'est exprimé, et écouter évidemment le non-verbal, ce que dit le corps. Expression faciale, micro-expression, mouvement du reste du corps. Donc c'est ça, écouter, dans toutes ces dimensions en réalité. Et j'irais même encore plus loin, écouter d'inconscient à inconscient. Mais là, je vais trop loin peut-être. Non, je ne suis pas trop loin parce que c'est ce que je pense. Donc écouter d'inconscient à inconscient. C'est-à-dire se connecter avec la personne. La congruence et l'incongruence,
ça va être des éléments qui s'appuient sur cette écoute-là, cette subtilité-là. Qu'est-ce que veut dire la congruence et l'incongruence? C'est la vérification entre, on en revient toujours à la structure de surface, les mots tels qu'ils sont dits, les omissions, généralisation, distorsion du métamodèle, c'est-à-dire la linguistique, et ce que cette linguistique relie, à quoi elle est reliée en profondeur, c'est-à-dire au système de croyances, d'où les valeurs, d'où l'identité. C'est-à-dire qu'on peut dire des choses et puis penser l'inverse. On peut dire, pour des raisons qui sont tout à fait légitimes, hein, ça peut être pour éviter de choquer la personne en face, de pondérer, de garder une relation sociale, d'être poli. Mais en structure de surface, on va dire quelque chose. Et pourtant, en structure profonde, par cette transdérivation-là, il va y avoir un désaccord. Ce qui est génial, c'est que le reste de notre corps, ou la composition de la phrase, d'ailleurs, vous allez voir les différents modes d'incongruence, eh bien, eux vont montrer la véracité, c'est-à-dire le fond de la pensée. L'exemple que je vous avais déjà donné, je crois, entre congruence et incongruence, c'est la personne qui vous dit, voilà, comme tu es en train de le faire, regardez comme je suis en train de le faire, je suis totalement d'accord avec vous. Et là, je ne fais que bouger de gauche à droite. Alors, j'évite d'interpréter en tant qu'accompagnant. Je ne vais pas dire, ah ben alors, vous dites que vous êtes d'accord avec moi alors que vous me dites non avec votre corps. Je vais plutôt lui renvoyer en miroir, puisqu'on est synchro. Vous êtes tout à fait d'accord avec moi. Hein. Et je vais moi aussi secouer la tête comme il est en train de faire. Pour que ça lui renvoie en miroir ce qu'il est en train de donner comme expression. Ou alors, autre manière de faire, pour lui faire prendre conscience de cette incongruence, on appelle ça une incongruence, non c'est de lui dire, vous dites que vous êtes d'accord avec moi et je vois que vous êtes en train de secouer la tête de gauche à droite. Qu'est-ce que je dois interpréter? Donc je lui demande le sens. Parfois, vous allez avoir une personne, elle va avoir le phare, hein, tout rouge. Bouf. Donc, il y a congruence lorsque la structure de surface est parfaitement en accord avec la structure profonde. C'est-à-dire ce qu'elle va dire, ce qu'elle va montrer en surface, est en accord avec la profondeur. Je suis totalement d'accord avec vous. Là, je force le trait en bougeant de manière grossière la tête, mais dans la réalité, elle veut faire ce petit geste-là. Là, elle monte bien la tête de haut en bas. Elle est en train de signifier. Le classique, c'est je suis totalement calme. Et puis, elle montre des expressions du corps, d'agacement, un stylo qui n'arrête pas de bouger, ou alors un ton de voix qui est entré comme ça. Je suis totalement calme, je suis en train de vous le dire. Et ça, il y a une incongruence entre je suis totalement calme, voyons. Ça, elle dit qu'elle est calme, et on entend dans son paraverbal, donc dans la manière dont elle le dit, ce mot, qu'il y a quelque chose qui paraît encore une fois. Parce que si ça se trouve, pour elle, c'est d'être calme comme ça. Hein, donc, c'est propre à la personne. Qui paraît, en tout cas, incongruent. Donc, si ça paraît incongruent, je vais lui demander tout de suite. Vous dites que vous êtes calme. En même temps, vous êtes en train de l'exprimer avec un ton de voix bien spécifique. Qu'est-ce que je dois comprendre ? Une définition de Gregory Bateson que j'aime beaucoup, qui est il y a incongruence lorsque le verbal et le non-verbal ne disent pas la même chose. Ça, c'est de l'incongruence. Lorsque la personne livre, par le biais de plusieurs canaux d'information, des messages comportant des données
conflictuel ou contradictoire. Peut-être qu'il y a une partie d'elle qui dit qu'elle est d'accord, mais il y a aussi peut-être une autre partie d'elle qui dit « je ne suis pas d'accord ». Vous en souvenez, l'exercice du tourniquet des positions perceptuelles, parce qu'il y a un conflit avec une personne. Et je vous avais dit, on peut aussi travailler non pas avec un conflit avec une personne, mais un conflit avec soi-même. Une partie d'elle et une autre partie d'elle. Eh bien, lorsqu'il y a incongruence, ça vous livre l'information qu'il y a un conflit entre deux parties d'elle. Celle qui veut être bienséante, respectueuse vis-à-vis de vous, peut-être, en disant « oui, oui, je comprends ». Et celle qui, au fond d'elle, ne comprend pas et vous fait le signe inverse. C'est ça quand on parle des données conflictuelles ou contradictoires. De détecter maintenant, vous avez compris cela, de détecter la congruence et surtout l'incongruence chez la personne, ça va vous permettre de pouvoir rebondir dessus. Donc toujours pareil, calibration, il faut l'observer ça, comme pour la clé d'accès oculaire, il va falloir observer ces petits signes-là. Et le renvoyer en miroir, plaf, pour voir ce qui se joue, ce qui se passe. En fait, pour qu'elle aille vraiment au profond, et qu'elle vous dise vraiment au fond de sa pensée. Et que vous dites, bon, non, en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ah, ben là, c'est mieux. Ouais, vous êtes plus franche. Alors, sur quoi vous n'êtes pas d'accord? Et sur quoi vous êtes d'accord? Mais là, ça libère la parole, on est sur une parole plus, une communication plus vraie. Moi, j'appelle ça la communication vraie, en fait. Et non pas une communication de surface, polie, lissée. C'est très intéressant à voir, notamment chez les hommes politiques, encore. Décidément, ils en prennent pour leur casquette. Hein. Ceux qui vont vous faire des super discours, vous prenez des discours d'hommes politiques, et vous voyez des gestes d'incongruence, mais qui sont énormes. Énormes. Je ne sais plus lequel que j'avais vu là. C'était, mais je crois que c'est pour les retraites, là. Vous savez, il y a eu tout un truc là sur les retraites. Et je ne sais plus quel ministre, je crois que c'est le Premier ministre, qui est toujours le même d'ailleurs, et qui expliquait que justement, cette réforme allait être un grand progrès social pour les futurs retraités. Et il vous le disait ça, en disant ça, vous voyez sa tête qui était en train de faire, qui était en train de balayer. Donc le fond de sa pensée, c'était pas ça. C'était une parole qui donnait. Alors il aurait été intéressant d'être journaliste. Je serais journaliste, là, quand on l'interviewe, j'aurais direct lui demander. Bon, après, je pense que j'aurais plus ma carte de presse, mais en tout cas, je lui aurais été direct lui demander et lui dire alors que vous dites que vous êtes persuadé que c'est une réforme intéressante pour le bien des uns et des autres, vous êtes en train de faire un signe latéral de gauche à droite en disant non. Qu'est-ce que je dois comprendre? Oh, là, c'est la question forte du coup. Il faut s'assurer que j'ai plus ma carte de presse à ce moment-là. C'est évident. Ou alors c'est coupé au montage. Voilà, c'est ce genre de signe-là. Donc les hommes politiques, si vous vous amusez à regarder des déclarations d'hommes politiques, prenez le temps juste, en plus des canaux sensoriels, hein, et en plus vous avez du métamodèle qui est modifié, les tournures de langage. Observez également les incongruences, c'est magnifique. Magnifique à voir. Vraiment magnifique. Je vous le dis en toute sérénité. Et puis vous avez la personne qui est en train de se serrer les doigts comme ça. Tu parles de toute sérénité. Ouais. Tu es en train de nous raconter quelque chose que tu voudrais nous vendre, mais le fond de ta pensée, a priori, ce n'est pas la même. Et par rapport à la flèche incongruence et congruence, elle aurait pu aller dans les deux sens, non? Oui, tout à fait. Exactement. Elle aurait pu être aussi en flèche de structure de profondeur à texture de surface. À texture de surface. Exactement, tout à fait. Très juste. Très bonne remarque. Maintenant, dans l'incongruence, vous avez une incongruence qu'on appelle simultanée, en même temps. Lorsque l'incongruence se joue à travers du verbal incongruent avec du non-verbal, ou alors du verbal avec du paraverbal, c'est en même temps. L'exemple que j'ai donné, je suis tout à fait détendu, moi. Hein. Bon, voilà, là, le paraverbal donne une information non pas de détente, mais plutôt d'intensité, de tension.
Et le verbal, lui, il donne une information qui est de détente. Donc, en même temps, le paraverbal et le verbal donnent des informations qui sont des messages qui sont soit conflictuels, soit contradictoires. En même temps. On appelle ça une incongruence simultanée. En même temps, simultanée. Je viens de vous donner un exemple d'incongruence simultanée liée au verbal et au paraverbal, mais puisqu'on a trois espaces, c'est aussi le non-verbal. Le non-verbal, c'est je suis d'accord avec vous et je fais le signe non de la tête. Là, c'est une incongruence simultanée, en même temps que je dis je suis d'accord avec vous, je parle, et pourtant mon corps montre autre chose. Et c'est donc une incongruence simultanée entre le verbal, ce que je dis, et le non-verbal, mon corps. Ça, c'est la première famille des incongruences. Incongruence simultanée. Et il y a aussi une autre forme d'incongruence. Et cette autre forme d'incongruence, elle ne va pas être liée à de l'incongruence entre le verbal, le non-verbal et le paraverbal. Elle va être liée dans une même phrase, c'est-à-dire à l'intérieur du verbal. Donc c'est une incongruence de verbal à verbal. Et celle-là, elle est magnifique, puisque vous l'entendez souvent, j'imagine, lorsqu'une personne vous dit « Je suis d'accord avec toi, mais exactement, le fameux « mais ». Mais quand même, donc en fait, il y a une partie d'elle qui est d'accord avec vous, je ne sais pas laquelle, peut-être la partie polie. Le « mais l'incongruence, là, le « mais » au milieu, là, il pose l'incongruence. Mais je crois qu'il faudrait faire autrement. Donc il y a une autre partie d'elle qui n'est pas d'accord avec moi, qui pense qu'il faudrait faire autrement. Et là, on parle donc d'incongruence en deux séquences dans la phrase. Première séquence, je suis d'accord avec vous ou avec toi, mais deuxième séquence, je pense qu'il faudrait faire autrement. C'est donc non pas simultanément, c'est une partie puis une autre partie qui sont exprimées, verbales. On parle d'incongruence séquentielle, deux séquences. Tout bête. On donne pas l'eau chaude, hein. C'est en deux séquences, donc on appelle ça incongruence séquentielle. C'est en même temps, donc on dit incongruence simultanée. Voilà, c'est aussi bête que ça. Hein. Alors, il y a des synonymes au mais. Hein. Il y a le mais, il y a le excepté, il y a sauf que, il y a le néanmoins, il y a d'une part et d'autre part. Et en même temps. Le en même temps, voilà, c'est ça. Le en même temps, je pense qu'il faudrait faire autrement. Voilà, exactement. Parce qu'il y a des personnes qui se sont un peu formées à la PNL et qui font attention au mais. Exactement. Et qui finalement prennent un synonyme du mais ça ne change rien à l'incongruence. Ils continuent à faire preuve d'incongruence par séquentielle en l'occurrence. Donc ils disent plus mais, donc ils sont contents, ils disent c'est bon, hop, je ne montre pas que c'est incongruent, mais en réalité ils vont prendre un synonyme qui va être néanmoins ou sauf que, bon, c'est la même chose, c'est strictement la même chose. Ça exprime effectivement deux parties d'elle qui sont en conflit vis-à-vis de ce qui est partagé. Alors, le mais va avoir une fonction d'annuler en fait. Ça s'appelle le grand annulateur. Je suis heureux du travail que tu as fait, mon enfant, à l'école, mais j'ai appris que tu es dit indiscipliné. À votre avis, qu'est-ce que l'enfant va retenir? Tu es indiscipliné. Voilà, tu es indiscipliné. Le mais annule tout ce qui est dit avant. Alors que vous avez fait attention de lui dire hein, je suis content que tu as des bons résultats à l'école, mais à partir du moment où vous rajoutez mais, paf, tout est enlevé avant. Inconsciemment, il ne retient plus que la deuxième partie de la phrase. Oui. Et ça, justement, dans le monde de l'entreprise, on le voit beaucoup quand on pratique le feedback. Exactement. Les gens disent souvent, moi je déteste être en entretien de feedback ou avec mon superviseur parce que il y a ils savent en fait les étapes. Ils savent qu'il y a du positif et il y a le moment où il va y avoir le mais. Et donc ils attendent et ils entendent que ce mais-là. Voilà. Et ils ont oublié tout le positif qui a été dit en plus. Ouais. Pareil que l'enfant. Complètement.
Oui, là, Yal. Ah, je crois que tu peux remettre ton micro. Un micro. Oui. Je disais alors, du coup, souvent on entend dire qu'il vaut mieux toujours souligner le positif, le relever. D'accord? Mais du coup, là, c'est bien d'aller dans l'autre sens. Vous De l'entendez, Déné? souligner, Oui, Oui. de souligner d'abord ce qui est négatif pour finir par le positif. Ah ben Que la personne retient en dernier ce qui a été dit. moi, j'ai une autre proposition. Ça vous va si je vous fais une autre proposition? Oui. Ben, vous remplacez le mais par le et. Du coup, Oui, il oui. entend effectivement le positif, mais il entend aussi l'amélioration. D'accord. Parce que si on inversait, on enlevait toute la partie d'amélioration, ce qui est dommage aussi. C'est important pour lui. Donc, je suis content des résultats à l'école que tu as, mon fils, mon enfant. C'est vraiment de très bons résultats, de très bonnes notes. Et j'ai appris que le comportement était un peu indiscipliné. Vous voyez comme ça fait différent? Il entend l'un et l'autre. L'un qui est un élément de réassurance, la première partie, et l'autre qui est un élément d'amélioration de son comportement. Donc, bannissez le mais, remplacez-le par le et. ET. Le et additionne. Je dirais même, pour avoir eu l'expérience, le et tout court. Oui. Parce que le et en même temps, c'est En même catastrophique. temps, ouais, tout à fait. Ouais. Et, Ouais. carrément. Le et additionne. Et 1 et 1 égale 2. 1 mais 1 égale 0. Ça annule. C'est négatif. Alors, Yasmine, tu avais une question? Je t'ai vu lever la main. Non, c'était juste pour dire que c'est souvent ce qui est utilisé aussi en psychologie positive. Tout à fait. Carrément, tout à fait d'accord. Et oui, on s'inspire de plein d'éléments, plein d'espaces, plein de philosophies à travers la PNL. Ça va de la robotique, en philosophie, en psychologie, en biologie, en linguistique, dans des domaines aussi d'ethnologie, pour comprendre les relations humaines, les proximités, les éloignements, les mimétismes, la modélisation. D'où effectivement psychologie positive, cet élément-là, qu'on comprend, qu'on valide, on l'accueille pleinement dans la PNL aussi. Ok. Donc, on a vu tout ce qui était les clés d'accès oculaire, qui vont nous donner de l'information, de la pertinence dans l'accompagnement. On a vu la notion de congruence et d'incongruence. Pareil, ça va nous donner de l'information de ce que nous renvoie la personne. Là, on qualifie en fait, on commence à être plus subtil, plus fin en fait dans l'accompagnement, grâce à ces outils-là d'observation. Des outils d'observation auditive, kinesthésique, olfactive, gustative et visuelle. C'est-à-dire qu'on observe tout en fait. Vous voyez, quand on parlait de se calibrer la situation, puis ensuite se synchroniser, on va commencer à donner plus de finesse, de qualité dans ce que vous détectez, ce que vous touchez, voyez, entendez de la personne. Toutes les formes de congruence et d'incongruence, à quel moment elle est incongruente. Donc, évidemment, elle est incongruente à un moment donné. On ne peut pas laisser partir ça, parce que c'est pas aidant pour elle, parce que ça ne rend même pas compte qu'il y a une partie d'elle et une autre partie d'elle qui sont en conflit. Ben, vous allez visiter la partie conflictuelle à ce moment-là. Ok. Vous me dites ça et vous me dites autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Ben, je suis partagé, vous savez, je suis d'accord, mais pas tout à fait. Ok, donc il y a une partie de vous qui est d'accord et une partie qui ne l'est pas. Ok. Cette dimension-là, on ira la visiter à la prochaine session, la notion de partie.
On l'a un peu déjà visité, hein, mais on va encore plus loin à la visiter sur plein de protocoles qui sont liés sur ces parties-là. Et c'est des parties différentes en nous qui se mettent en conflit, en fait. Et on va les utiliser, les employer, pour faire de la réconciliation de parties, pour aller rechercher l'intention positive d'une partie de nous avec une autre partie, pour contacter des parties de créativité ou de réalisation, ou des parties de critique intérieure. On va travailler ces parties-là à travers des protocoles. Et on pourra mesurer cette congruence et cette incongruence d'ailleurs. Après, on reposera la question, on s'apercevra que, alors que la personne était incongruente, après l'exercice, elle est devenue congruente. Donc ces parties se sont réconciliées. La structure de surface est en accord avec la structure profonde. Donc ce n'est pas anodin si je vous parle de ça, c'est parce que ça va être des éléments qu'on va utiliser juste par l'observation au départ, et ensuite ça va donner des idées de stratégie, de mise en œuvre d'outils. Tiens, là ça me paraît pertinent d'aller prendre cet outil-là, d'utiliser cet outil-là, ou plutôt tel autre, ou plutôt celui-ci. Voilà l'intérêt. On va visiter le dernier point de la matinée, qui s'appelle l'impossible négation, la page 56 de votre fascicule. Je vais vous le projeter. Partage. Partage. Youhou! L'impossible négation. Qu'est-ce que c'est que ce truc barbare encore, l'impossible négation? Alors, Sandrine, je sais qu'elle va écouter l'enregistrement, mais j'aurais dit, oh, la Sandrine, il y a encore du vocabulaire. Bon, je te rassure, Sandrine, je lui laisse ce petit message spécial, guest star pour Sandrine. Je te rassure, Sandrine, c'est déjà quelque chose que tu connais, l'impossible négation. C'est le grand classique, c'est lorsqu'on vous entendez une personne qui dit « Surtout, ne pense pas à ça ». Bah tiens. Alors moi, j'avais envie de vous dire « Surtout, ne pensez pas à votre succès ». Merci. Voilà, ça vous y pensez, j'espère. D'où ça vient, ça, l'impossible négation? Ça vient du fait que l'inconscient, donc là, c'est un apport qui nous vient de Milton, hein. L'inconscient n'arrive pas à construire de la négation sur quelque chose. C'est impossible pour lui. Il est obligé de construire quelque chose pour ensuite consciemment le déconstruire. C'est-à-dire après, c'est le conscient qui le déconstruit. Alors l'exemple que je vous marque là, je vous dis surtout ne pensez pas à votre succès. Votre inconscient vous a envoyé directement sur le succès, peut-être une image, peut-être une sensation, peut-être un dialogue interne, peut-être quelque chose que vous avez entendu. Mais quand je vous ai dit ça, votre inconscient vous a immédiatement envoyé sur votre succès. Et d'ailleurs, votre succès, c'est très large. Je ne sais pas de quel succès il s'agit, plus global. Pour qu'après, le conscient, hop, redéconstruise avec le ne pas. Donc le ne pas, l'absence de, existe à partir du moment où il y a la présence de. L'absence existe à partir du moment où on enlève quelque chose qui était présent. Donc ne pensez pas, eh bien, inconsciemment et automatiquement, vous y pensez. Conséquences? Les conséquences sont multiples et plus précisément, lorsque vous êtes avec des enfants en bas âge, en l'occurrence, vous savez, ils sont en train de jouer. Et puis ils jouent à la prise. Ou alors ou à la prise, exactement. Ou ils sont en cuisine, où il y a le feu. Ne touche pas à la plaque. Immédiatement, bam, il va faire spontanément, paf, il va poser la main. Et après, on va le fâcher derrière. Mais je te l'avais dit de ne pas le faire. Bah, il bat une deuxième couche. Il ne comprend rien, il est complètement perdu. C'est exactement ça. C'est que l'inconscient prévaut sur la conscience, là. Oh que oui, et toujours Oui. d'ailleurs, ceci est au passage. Petit guest star, toi je sais que tu te formes à l'hypnose, toujours, hein, c'est toujours lui. Là, normalement, vous me posez la question de méta. Toujours? Voilà. Oui.
Pour une information consciente, 10 puissance 9 informations inconscientes. Donc lui, c'est vraiment c'est l'iceberg. Hein. C'est vraiment toute la partie qui est dessous le niveau de flottaison. C'est là où toute la matière de savoir, de connaissance est présente. C'est la partie inconsciente totalement. Qui en réalité nous guide, nous gère, nous commande. Hein. C'est pour ça que j'arrive beaucoup quand une personne me dit « Moi, ce que j'aime, c'est contrôler les choses. » Ça me fait sourire. Je dis « Ben oui, bien sûr. C'est ton inconscient, en fait, qui ne contrôle pas ton conscient. Hein. » Mais bon, c'est plaisir. Et ouais. Oui, Camille? Est-ce que l'inconscient, c'est une porte d'accès sur quelque chose qui nous est encore inconnu, encore plus grand? Oui, totalement d'accord avec toi. Mais là, je suis sur la philosophie jungienne et je te rejoins à ce niveau-là. Effectivement, Jung, c'est ce qu'il définissait. Il y a un inconscient individuel, personnel, qui se construit à travers, alors, à travers quoi? Notre histoire de vie incarnée ici, les mémoires transmises par nos parents, le transgénérationnel, donc ça s'appelle comme ça, mais également peut-être des vies antérieures qu'on aurait eues, suivant votre niveau de croyance d'ailleurs, vous validez ou pas, je n'ai pas d'avis particulier. Donc ça serait plutôt une forme d'inconscient individuel, structuré à travers l'ensemble de ces informations-là. Et Jung définissait un inconscient dit collectif. Un peu comme un plateau qui va au-delà du temps et de l'espace. Et là, on rejoint la dimension de temps et d'espace qui n'existe pas, ou qui sont absentes plutôt précisément. Ce qu'on voit dans la physique quantique, justement. Et il donne des exemples de personnes qui sont particulièrement inspirées, des Mozart, des Einstein, qui, hop, comme par fulgurance, recevaient des informations de « Ah ouais, E égale MC2, paf !» Comme si ça ne venait pas d'eux, mais que c'était quelque chose qui leur a été livré. Peut-être même certains qui vont le dénommer en parlant de canalisation. Donc un inconscient collectif. Et moi, je rejoins cette philosophie-là, donc c'est mon système de croyance dont je vous exprime. Et je comprendrais que vous me disiez c'est complètement déconnant, et je suis OK avec ça. Si c'est déconnant pour vous, il n'y a aucun problème pour moi. Donc, je te rejoins, oui. C'est des choses de plus grand, complètement. Je peux me permettre oui, avec plaisir. Un film qui est passé l'an dernier qui s'appelle Un monde plus grand, qui serait intéressant de le revoir ou de le voir ceux qui ne l'ont pas vu. Excellent. Un monde plus grand, je ne l'ai jamais vu moi, donc moi je veux le voir. Ouais. Je vais voir s'il est sur... Alors, je ne suis pas du tout dans dans la psychologie, tout ça, j'ai lu un petit peu, mais je n'ai pas fait d'études là-dessus. Du coup, selon Jung ou cette philosophie, est-ce que c'est de nouveau l'inconscient collectif? Est-ce que c'est encore un palier pour autre chose? Alors, quand on parle d'inconscient collectif, ce n'est pas les gens habitant juste ici. Hein. Oui, j'entends bien. C'est-à-dire quelque chose d'universel. Hein. L'espace, les animaux, la réincarnation, enfin tout, le tout, hein, le grand tout. Hein, voilà, oui, donc c'est une unicité, quoi, ce qu'on peut appeler l'essence ou le 1. Ouais, le 1, voilà, exactement. C'est celui-là, l'inconscient collectif, hein, qui est au-delà du temps et de l'espace, c'est-à-dire le futur, le passé n'existe pas, c'est-à-dire que l'information qui vient, elle peut venir du passé, du présent, du futur, elle peut venir de n'importe quel élément, donc en fait, elle nous réunit tous dans ce 1. Ouais. Mais donc, nous, en tant que PNListes, on est là-dedans, puisqu'on travaille passé et futur sur une même dimension temporelle. On déploie la dimension temporelle de la personne. C'est-à-dire qu'on le déploie suivant une temporalité, présent, futur, passé, présent, futur. Et ça, c'est la Gestalt. Voilà. On le déploie sur une représentation. Après, en tant que PNListe, on accueille toute forme de représentation, de croyance, appartenant au cédant. Je connais des PNListes, ils sont extrêmement terre à terre, et la dimension jungienne, ils disent ok, c'est bon, il a trop passé de temps avec les chamans, il faut qu'il arrête de fumer. Et pourtant, ils sont PNListes purs et durs. Donc, c'est leur dimension.
Je n'ai pas d'avis dessus. Je suis OK. Si c'est sur leur système de croyance et se situe là, ben, se situe là. Moi, si ça leur va, moi, ça me va. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs avec la PNL, c'est que on est non jugeant. Rappelez-vous, on a travaillé sur les valeurs de la PNL. On est non jugeant, on est vraiment ouvert par rapport à ça, à toutes les formes de croyances associées. La voilà, Sandrine. Yes. Et là voilà, on t'a fait un joli enregistrement, tu sais. Avec tout, hein. Vous n'avez rien loupé. Hein. Ah bah tiens. On a tout. Ah oui. Même une parenthèse pour toi. Tout. Oh. Ah, du coup, je coupe le son. Enfin, je coupe l'enregistrement maintenant que tu nous as rejoints. Merci.